Bonjour à tous, à toutes. Je suis ravie aujourd'hui de parler sur le sujet de la santé mentale des RH. Un chiffre édifiant, 60% des professionnels RH partagent que leur épuisement émotionnel est leur plus grand défi. Moi-même, j'ai eu un burn-out en 2021 en tant que responsable RH. Donc, c'était dans une scale-up avec énormément de charges de travail. Une déconnexion qui était très difficile à faire. Et ce qui m'a sorti de ce burn-out, c'est l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cette chance, en tout cas, de travailler où je veux. Donc, je vis à Lisbonne et de travailler avec qui aussi j'ai envie. Mais cette liberté, en fait, tout le monde ne l'a pas. Et on est encore une grosse majorité, en tout cas, à être salarié. On ne choisit pas forcément nos collègues avec qui on travaille, les missions, les projets. Et c'est vrai que le RH se retrouve à être le garant de la santé mentale de tous les collaborateurs. Et donc, j'étais ravie de discuter, en tout cas, avec Sylvie Chauvin, donc, qui est référente Mocacare et aussi psychologue du travail. Écoute, Sylvie, je te laisse la parole, te présenter. Je dis avant bonjour à tout le monde. Donc, je pense que tout le monde, n'hésitez pas à nous dire bonjour, en tout cas dans les commentaires. Et aussi, si vous avez envie de nous partager aujourd'hui comment vous sentez, on peut faire un petit sondage rapide. Si vous sentez en tout cas au bord un petit peu en rupture. 2, si vous sentez plutôt comme ci, comme ça. Et 3, si vous pétez la forme, et c'est aussi une très bonne nouvelle. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire en tout cas comment vous sentez. Vas-y Sylvie, je te laisse la parole, te présenter et puis on va pouvoir commencer sur ce live. Eh bien, merci Maude. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pète la forme parce que quand je parle de ce sujet-là, on est bien quand on parle d'un sujet qu'on aime. Et j'aime beaucoup ce sujet parce que j'ai été DRH. Donc, j'ai été DRH pendant, on va dire, recrutement RH et DRH globalement pendant 30 ans. Et depuis maintenant 10 ans, je suis très focus sur les sujets de santé mentale, de santé psychologique, parce que en tant que RH, j'ai vu que ce sujet était difficile. J'ai eu beaucoup de mal à l'adresser. Alors, c'était il y a 10 ans. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la même époque que maintenant. Mais je trouvais qu'en tant que RH, même si on était sollicité, je faisais partie d'un groupe de RH, on travaillait sur ce sujet-là. À l'intérieur, c'était parfois difficile d'adresser ce sujet. Et pourtant, on avait cette phrase qu'une RH, quand j'accompagnais des salariés des clients de chez Mocacare, m'a dit une fois, je prends soin de tous et qui prend soin de moi. Et cette phrase, elle m'a touchée en plein cœur parce que oui, souvent le RH est seul, il peut avoir son équipe et c'est très difficile avec toute la charge émotionnelle qu'il peut avoir de rester lui bien en forme. Je ne sais pas ce que donne ton sondage Maude dans ta communauté, là, des gens qui nous écoutent, je ne le vois pas, mais souvent oui, on a ce chiffre de RH qui sont au bord de l'épuisement et le Covid a fait aussi accélérer ce phénomène-là. N'hésitez pas, on a quelques retours des 2, des 3, il n'y a pas encore de 1. En tout cas, n'hésitez pas à partager aujourd'hui comment vous sentez. Donc 1, fatigué, 2, comme ci, comme ça, 3, vous pétez la forme et ça va. Moi aussi, je pète la forme, Sylvie, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc aujourd'hui, on avait envie en tout cas de discuter de la santé mentale. Est-ce que tu peux redéfinir un peu les termes de qu'est-ce qu'on met derrière la santé mentale et un peu, tu vois, les obligations aussi au niveau des entreprises. Et après, dans un second temps, on verra notamment comment accompagner, comment se créer en tout cas un plan, des étapes en tout cas pour construire ce plan de santé mentale pour soi et les autres. Ok, alors la santé mentale, c'est un mot, ça peut faire peur la santé mentale. Du coup, je vais vous raconter juste en 2 mots mon histoire avec Moka. Quand Moka s'est créé, il y a un peu plus de 3 ans, les fondateurs de Moka, ils m'ont contacté, ça faisait donc un petit bout de temps que je travaillais sur ce sujet-là, en disant, nous, on veut vraiment adresser pour des raisons qui étaient super claires et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui existait sur ce sujet, à part des indépendants comme moi qui bossaient sur ce sujet-là, ou peut-être un mastodonte. On veut travailler sur la santé mentale. Et je leur ai dit, c'est super de travailler sur le sujet de la santé mentale parce qu'en fait, on n'en parle pas. Donc, on parle du bien-être, on parle de l'être mieux, on parle de... Mais dire le mot santé mentale, ça faisait peur aux entreprises. Alors, ça le fait encore, alors que finalement, la santé mentale, c'est juste un espèce de continuum. On ne peut pas dire que je suis en santé mentale, je ne suis pas. C'est rien à voir avec je suis malade psychiatriquement ou je ne suis pas malade psychiatriquement. Ce n'est pas du tout de ça dont on parle. C'est juste, quelque part, se sentir bien, j'ai envie de dire émotionnellement, donc se sentir
chez Moka, on parle beaucoup de la sécurité psychologique pour pouvoir être en performance dans son entreprise. Donc, en fait, c'est être bien. Je peux avoir des hauts et des bas. Et quelque part, c'est vrai que c'est une responsabilité de l'entreprise. Et ça, le Code du travail est clair et le public qui est là, j'imagine, en tant que DRH, le savent bien. On a l'obligation en tant que RH et DRH, et j'ai envie de dire l'entreprise, de faire en sorte que ça ne soit pas un sujet, la santé mentale, de réussir. On n'a même pas une obligation de moyens, on a une obligation de résultat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui réagissent à ça, mais c'est dur de se dire, imaginons, vous êtes DRH d'un groupe qui fait peut-être même d'une PME moyenne 400 salariés. Comment moi, je peux savoir avec mon équipe si les 400 salariés, ils vont bien psychologiquement? C'est super dur. Donc, en fait, l'obligation, c'est de mettre en place des dispositifs de prévention primaire, on en parlera, secondaire, tertiaire, de pouvoir mettre en place le bon terreau pour que les salariés puissent se sentir bien et être aussi dans leur performance. Ok? Je ne sais pas, bien ta question, ça va? Oui, ça me paraît clair et tu as raison. C'est vrai que tout de suite, quand on peut parler de santé mentale, ça peut faire peur. Ah, il y a un problème dans mon entreprise. C'est vrai que les fondateurs, les fondatrices, les CEO ont parfois de la peine aussi à aborder ces sujets-là. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à la population RH d'aller, en tout cas, voilà, porter le flambeau, en tout cas, sur ce sujet-là, alors que potentiellement, dans l'entreprise, il n'y a encore rien qui est fait. Si tu avais 2-3 conseils à nous partager. Peut-être que je vais repartir sur une base. En 2000, alors je peux me tromper de date, 2018, je crois, donc c'est pas à tout près, 2016, le président de Schneider Electric, à la demande du Premier ministre de l'époque, écrit ce qu'on appelle le rapport Lachman, qui sont 10 propositions, on peut le mettre dans le slide, 10 propositions pour renouer entre bien-être et performance. En fait, des présidents de grosses structures, vous voyez, Schneider Electric, se disent, en fait, on ne peut pas parler que performance, et on sait qu'aujourd'hui, comme un champion, et c'est pour ça que chez Moka, on a un podcast qui s'appelle Les secrets du mental, on sait que si on est bien dans sa tête, on peut être mieux en performance. Okay ? Donc, l'entreprise a tout intérêt à y aller, et un comité de direction, nous, chez Moka, souvent, on démarre par des comités de direction à qui on va justement expliquer, alors, le concept de sécurité psychologique qui vient de chez Google, où Google s'est rendu compte que quand des salariés sont en sécurité psychologique, c'est-à-dire j'ose être moi-même, j'ose dire ce que je pense, j'ose peut-être faire des erreurs parce que je vais innover, ben finalement, l'entreprise est plus productive. Donc, nous, c'est vrai qu'on aime bien démarrer avec un collectif et donc prendre par le haut et donc emmener ce comité de direction en disant, ben voilà, on va vous parler de la sécurité psychologique. Est-ce que vous l'êtes, vous, dans votre entreprise en sécurité psychologique? Et ce qu'on aime bien, c'est dire que ce n'est pas que l'affaire du RH. En fait, la santé psychologique, la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Quand moi j'étais RH, je ne sais pas si toi ça t'est arrivé, Maud, dans ta vie d'avant, dans nos nombreuses vies, oui. les RH étaient dans un comité de direction et imaginons qu'il y a un problème avec un salarié. Et tout le monde se retourne vers toi, RH, en disant, bon, bah alors Sylvie, tu fais quoi, toi, en tant que RH? Mais en fait, si ce problème, il est dans une direction marketing, commerciale, je dis, OK, faisons collectivement les choses. Inventons un plan, toi, direction marketing, direction commerciale. Mais le sujet de la santé mentale, il n'est pas que RH. Il est vraiment partagé par tous dans l'entreprise, d'où l'intérêt de démarrer par un comité de direction. N'hésitez pas dans le chat si vous avez aussi des problématiques aujourd'hui que vous rencontrez pour mettre en avant ce sujet de la santé mentale. On a la chance d'avoir Sylvie au micro aujourd'hui, donc n'hésitez pas à nous partager, voilà, que ça soit pas non plus confidentiel, mais voilà, partager dans les grandes lignes des problématiques et avoir en tout cas ce retour de Sylvie pour pouvoir apporter aussi des solutions. Écoute, il y a Julie qui nous dit, voilà, la population RH se doit de prendre soin d'elle pour pouvoir être apte à soutenir la performance et le bien-être en interne. On a vu les failles durant la crise sanitaire. Et c'est vrai que la crise sanitaire, c'était le sursaut en mode, oh, les RH existent. Mais les RH ne font pas que ça. C'était quoi un petit peu, toi, ton retour par rapport là, aux commentaires de Julie? Merci Julie. Merci Julie. C'est vrai que souvent, dans nos interventions dans les entreprises, avec Moka, on a cette image de la turbulence de l'avion. Quand il y a une turbulence dans l'avion, que dit le steward ou l'hôtesse de l'air? Ils nous disent, prenez le max à oxygène et mettez-le sur vous, même si à côté, vous avez votre vieille mère, personne âgée ou un enfant qui aurait besoin de soutien en premier. Mettez-le sur vous en premier parce que là, vous serez en capacité de donner de l'aide.
Eh bien, c'est ça, Julie. La population RH, elle se doit de prendre soin d'elle pour pouvoir être apte à soutenir. Et effectivement, c'est elle. Et quand une fonction RH, comme on le voit aujourd'hui, donc 60% des RH considèrent que l'épuisement émotionnel est le plus grand de leurs défis. Ça, c'était une enquête de Opinionway en février 2022, donc c'est récent. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide. Et ce que j'ai remarqué, puisque c'est vrai que j'ai eu la chance de faire d'abord des études de psychologie, donc j'ai été psychologue, j'ai fait un master en RH et j'ai été donc dans la fonction RH. Je n'ai pas fait tout de suite de la clinique et du travail de psychologue pur. Mais en fait, quand je me suis reformée, donc à 50 ans, j'ai eu une espèce de crise et la fonction RH devenait difficile pour moi. J'ai souhaité me reformer sur le côté psycho et notamment sur le stress post-traumatique. J'ai appris à ce moment-là plein d'outils où je me suis dit, mais pourquoi ces outils, on ne les apprend pas en formation de RH? C'est vrai, tu as raison. Mais oui, pourquoi on n'apprend pas ça dans les écoles? Du coup, j'ai regardé ce qui existait encore maintenant, parce que qu'on ne les apprenne pas, bon, il y a 30 ans peut-être, mais là, j'ai regardé les profils à Dauphine, à l'IGS, à la fac. Il n'y a pratiquement rien sur la gestion émotionnelle. Alors que le RH, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? C'est bien d'animer des collectifs, c'est de pouvoir effectivement animer les valeurs, la vision, produire de l'engagement, faire en sorte que les salariés... Donc, et en fait, on ne lui apprend pas à gérer ce truc de base qui est les émotions. Donc oui, Julie, prendre soin du RH, mais du coup, l'aider. Et c'est pour ça que moi, je suis très heureuse d'être avec Moka pour le faire, parce que moi, toute seule, je trouvais que j'avais moins d'impact que dans une start-up qui fait maintenant plus de 70 personnes. Bon, parfait, il y a Hervé qui nous dit ça va nous permettre de faire le lien que doivent faire les RH pour prendre soin de leur santé mentale avant l'intervention de l'entreprise. Écoute, on va y aller progressivement et surtout, voilà, n'hésitez pas à commenter, partager. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être aussi où il y a beaucoup de discrétion, on n'ose pas forcément aussi dire qu'on va mal. Et c'est prendre, en tout cas, ce moment-là ensemble aujourd'hui pour discuter. Voilà, on a fait en tout cas de belles slides et donc on va dérouler en tout cas ces 5 étapes pour prendre soin en tant que RH et donner en tout cas des conseils. Voilà, Sylvie donnait des conseils sur chaque étape pour aller progressivement dans ce sens-là. Donc voilà, tu nous fais part de la première étape, donc prendre soin de soi. Alors la première étape, ça peut paraître, bah oui, ça peut paraître basique, mais en fait c'est quand ça va bien que je dois prendre soin de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais installer des ressources quand ça va bien. Chez Moka, on avait une conférence que j'ai co-animée avec une super DRH, la DRH de Job Teaser, Anne Le Bruchec. Et je vais la citer parce qu'elle disait déjà, le premier truc, c'est surveiller ses constantes, son basique. Elle nous rappelait qu'elle avait eu une fois une expérience difficile. J'ai eu aussi des expériences difficiles et parfois on s'oublie. On oublie les basiques. Déjà, j'oublie pas le sommeil. J'ai envie de dire SAP, sommeil, alimentation, et il me manque le P. Sommeil, alimentation, nourriture. Non, je dis sommeil, alimentation. Bon, on va dire que le troisième va me revenir plus tard, mais prendre soin en tout cas de ces basiques. Et sport, voilà, sport. Essayer de faire en sorte que dans ma vie au quotidien, j'ai un bon rythme, on va dire un peu écologique sur ma manière et hygiénique, ma manière de vivre. Après, prendre soin de soi, surtout quand tout va bien, ça veut dire être capable d'avoir des ressources internes. Alors nous, en psychologie, on apprend, quand on est en intervention sur des champs un peu durs, à installer un lieu calme et sûr, c'est-à-dire un lieu dans lequel on se sent vraiment bien et qui est un lieu de ressources. On fait ça parfois en yoga, on fait ça parfois en sophrologie. C'est bien quand vous allez bien d'essayer de vous créer un lieu comme ça, qui est votre lieu ressource, où vous vous sentez bien et vous pouvez aller puiser de l'énergie. C'est bien de visualiser des personnes qui vous font du bien aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, d'identifier un peu la liste des gens qui vous font du bien, qui sont vos alliés. Ça, c'est important. Et puis peut-être d'une manière plus concrètement, au quotidien, quand je fais mon boulot de RH, c'est bien, ça fait un peu rire les gens quand je dis ça, c'est très concret, de ne pas prendre les singes des autres. Alors ça veut dire quoi, pas prendre les singes des autres? Moi, je vais vous parler de moi quand j'étais DRH. Ça se passait un peu comme ça, mon quotidien. Je travaillais tôt le matin. J'aimais bien arriver tôt parce que je trouvais que c'était calme. Et donc, quand les autres commençaient à arriver, les salariés, les collègues, etc.,
souvent, ils me disaient: «Ah Sylvie, je suis contente de te croiser, ça me fait penser que j'ai un problème avec, Alexandre». Et alors que j'étais tranquille en train de boire mon café à la cafette, paf, j'avais déjà le petit singe du problème d'Alexandre qui était sur mon dos, parce que moi je disais: «Bah oui, bien sûr, raconte-moi ton problème avec Alexandre». Et puis à peine sortie de la cafette du problème d'Alexandre, le temps d'aller dans le couloir et de rejoindre mon bureau, j'avais déjà 3 personnes qui m'avaient parlé d'autres problèmes. Et juste en faisant 150 mètres, j'avais déjà 4 singes sur le dos, les 4 problèmes qui étaient là. Et en fait, à la fin de la journée, mon dos, il était comme ça, un peu voûté, et avec plein de petites griffures dessus. Le travail que moi j'avais prévu de faire, je l'avais mis de côté et j'avais dit oui à tout. Okay, comme si moi j'étais le sauveur de tous les problèmes des personnes. Mauvaise posture que j'avais. Prendre soin de soi, c'est justement se respecter, être à l'écoute des sujets des uns et des autres. Je ne vais pas les envoyer balader, je suis dans le soutien. Mais à un moment, j'ai dit aux personnes: «Ok, je comprends que tu as un problème avec Alexandre. Je t'invite à regarder mon agenda et à me mettre un point dessus et on en parle calmement, au calme dans le bureau». Ne jamais prendre les sujets des autres qu'on vous lance comme ça dans les couloirs. Okay, c'est très pratique, c'est très concret. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut vraiment aider. Mais c'est vrai, tu vois, en tant que RH, c'est ce qu'on attend aussi, tu vois, de la profession, d'un petit peu de régler entre guillemets, tu vois, les problèmes des autres. Comment arriver à mettre alors cette limite entre ce qu'on attend aussi de nous, tu vois, donc en termes de quotidien, dans notre quotidien RH, et des problèmes un peu plus, voilà, d'autres personnes. Je trouve que c'est toujours compliqué parce qu'un peu, voilà, les RH, c'est un peu le bureau des pleurs, malheureusement. Et parfois, c'est compliqué, tu vois, de dire, bon, bah, écoute, là, c'est pas le moment, puisqu'on attend que la porte des RH soit toujours ouverte. Comment tu pourrais réagir par rapport à ça? Moi, j'ai pas du tout envie que le bureau des RH soit le bureau des pleurs. Mmh. Moi, j'ai envie que le bureau des RH, ça soit le bureau des légendes. J'ai envie que ça soit un bureau où les gens rentrent et repartent en ayant réfléchi sur un sujet et repartent avec des meilleures solutions. Mais je pense que, comme quand vous allez voir un médecin ou quelqu'un, vous allez voir un professionnel, bah, vous prenez le temps de poser le sujet et la personne, elle vous aide à réfléchir. C'est le RH. Le RH, il n'est pas là pour catch-choper tous les problèmes des gens. Il peut avoir une position d'ouverture et je ne propose pas de lui dire ton problème, j'en veux pas. Je propose à la personne un temps de s'inscrire dans un agenda. Donc, il a mon agenda en visibilité et je suis à sa disposition pour régler son sujet quand il pourra trouver un créneau sur l'agenda et quand il pourra s'installer. Après, s'il y a une urgence vitale, ok, s'il y a une urgence, il y a un truc très très grave qui va se passer, pour moi l'urgence vitale, c'est quelque chose de grave, ok. C'est l'ordre d'un salarié qui irait tellement mal qu'il a eu peut-être des pensées suicidaires. Là, bien évidemment, je ne vais pas lui dire prends un point sur mon agenda, ok, mais c'est très rare. On est d'accord avec ça. Souvent, on vous donne en tant que RH le problème de tout le monde et vous avez vous-même, en tant que directeur marketing, directeur commercial, responsable, la capacité déjà d'élaborer un premier sujet. Et on va en parler ensemble. Mais le RH n'est pas un sauveur, n'est pas celui qui a la solution à tout. Okay, le RH va aider effectivement à peut-être accoucher d'une solution. Ça va? Donc je ne rejette pas le sujet, je suis là à la disposition, mais pas n'importe comment. Et souvent, en plus, quand vous répondez comme ça dans le couloir, vous pouvez donner des mauvaises réponses. C'est des réponses toutes faites, sans avoir analysé l'ensemble du problème. Okay, sans avoir pris le temps de la réflexion. Toi, tu proposes, voilà, c'est vraiment mettre un cadre, en fait, au niveau, voilà, quand contacter les RH, pourquoi, comment, et de pouvoir, en tout cas, un petit peu, voilà, structurer et en effet, pas prendre les sujets. Et tu vois, moi, dans mon quotidien, ça arrivait plein de fois, comme toi, tu l'as partagé, à la pause café, à la pause déjeuner, en after work. En after work, c'est vraiment le moment où les salariés vont aussi beaucoup partager. Mais finalement, nous aussi, on est humains, on est aussi salariés de l'entreprise, on va aussi passer du bon temps. Et c'est aussi d'arriver à aussi cette posture, tu vois, on en a parlé un petit peu en toutes les deux, cette posture RH, à quel moment, tu vois, elle s'arrête, à quel moment j'ai envie d'être salarié, moi aussi, de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que je trouve qu'il y a quand même une difficulté de lâcher ce rôle RH. Et surtout que les salariés arrivent à nous percevoir aussi, tu vois, comme des salariés de l'entreprise. On en a pas mal discuté, justement. Je recite encore Anne. Anne, elle était formée chez Bouygues, dans le groupe Bouygues, moi aussi. Je passais un petit bout de temps et il y a quelques années, donc là, peut-être je suis il y a 20 ans en arrière, on te disait clairement, quand tu étais RH, tu as une posture particulière. Okay,
et tu mets ton habit de RH quand tu vas en RH travailler, et puis le soir, éventuellement, si tu arrives à l'enlever ou pas. Si tu n'arrives pas à l'enlever, le risque du burn-out risque de suivre de près. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Moi, j'ai envie vraiment de vous dire, les RH, là, soyez comme vous êtes. Ne prenez pas cette posture, ne mettez pas le costume. Vous êtes un salarié comme les autres, avec une spécialité qui est l'accompagnement des salariés, mais vous n'allez pas être quelqu'un d'autre, et vous aussi, vous avez le droit d'être accompagné. Donc, il n'y a pas de posture à avoir, selon une célèbre publicité, venez comme vous êtes, quoi. Et plus vous serez authentique, mais vraiment, plus vous serez authentique et aligné avec ce que vous êtes, plus finalement, vous ferez mieux votre métier de RH. Mais tu vois, je me souviens, j'avais fait un podcast avec une DRH qui m'avait expliqué, tu vois, qu'elle était vraiment fan de théâtre et qu'un des salariés était venu, en tout cas par hasard, à cette pièce de théâtre et elle faisait des choses un petit peu extraverties. Et le lendemain, en fait, elle s'était fait un petit peu retrousser les manches parce que ben voilà, il y a aussi cette image RH, tu représentes l'image de l'entreprise et c'est toujours cette limite en effet de ce costume que tu peux porter ou pas. Et voilà, je trouve que c'est toujours un petit peu délicat d'arriver à se dire bon ben voilà, je vais en after work, je peux entre guillemets faire la fête et derrière le lendemain peut-être avoir tu vois des discussions sur un plan social, etc. Et donc c'est vrai que ça peut créer des écarts quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, clairement, je te dis ça, mais moi quand j'étais RH, les after-work, je picolais pas. Hein. Moi j'étais plutôt celle qui avait les alcotests et qui vérifiait, parce que j'angoissais terriblement qu'il y ait un accident, et je vérifiais que les salariés prennent l'alcotest, repartent en taxi ou en Uber, ou qu'il n'y ait pas de drame, quoi. C'est ça que je faisais. Mais en fait, avec le recul, c'est pas plus mon rôle que le rôle de chaque directeur du CODIR. Je n'ai pas à prendre ce rôle-là. Et soit on vous le donne et votre CEO vous dit bah, toi, tu es responsable de ça et challengez-le. Moi, je vous invite à challenger ce rôle-là parce que le Code du travail, il nous dit que l'entreprise est responsable. Et quand je signe mon contrat de RH, je ne signe pas, moi, toute seule, je suis responsable de toute la santé psychologique et physique des salariés. Je signe que je vais participer à ça, mais au même titre que l'ensemble des directions et des managers de la société. Donc, je trouve que c'est un rôle trop lourd à donner au RH. C'est ça qui s'est passé au moment du Covid. C'est qu'au moment du Covid, d'un seul coup, focus sur le RH qui devait tout organiser, tout prendre en charge, savoir faire tous les plans. Alors, les plans étaient challengés par le CEO, bien évidemment, mais il y avait ce rôle-là parfois qui était trop fort. Et en fait, et dans d'autres sociétés, c'était plus équilibré. Il y avait des CODIR ou des COMEX qui se faisaient et chacun faisait sa part, en fait. Le RH, il n'a pas à faire plus sa part. Il peut après mettre en place des politiques. C'est vrai que, par exemple, chez Moka, c'est souvent notre premier interlocuteur quand on signe des plans de santé mentale et que les sociétés veulent mettre en place un dispositif. C'est souvent le RH qui va en parler au comité de direction. C'est notre interlocuteur. Mais ce n'est pas lui qui est censé faire tout et porter tout ça dans l'entreprise tout seul. C'est clair. Okay. Ça va. Parfait. On va passer donc à la seconde étape, qui est l'identification donc, des signaux faibles. Qu'est-ce que tu entends par ça ? Alors, l'identification des signaux faibles, c'est une fois que j'ai, moi, effectivement, vérifié que je prends soin quand tout va bien, je mets en place un dispositif de veille, d'écoute dans l'entreprise pour essayer de repérer, alors, on va dire les signaux, on peut dire les signaux forts de quand ça va bien. Comment je sais que mon entreprise est bien dans le vert, et selon ta note du début, c'était 1 à 3, ton échelle, c'est ça ? Donc 3, oui. Comment je sais ça ? Et du coup, pour savoir ça, je vais aller chercher les plus petits signaux de dysfonctionnement. Déjà, posons-nous la question pour nous, avant de le faire en collectif, pour soi en tant que RH, c'est quoi mes petits signaux où moi, je sais que ça ne va pas bien ? On ne passe pas d'un état où je suis verte, tout va bien, à un état rouge comme ça, boum, boum, du jour au lendemain. Dans ces sujets de santé psychologique, de santé mentale, c'est tout à fait progressif. Par exemple, quand est-ce que vous savez que c'est un peu dur, que ça ne va pas bien ? Parfois, vous avez des gens qui sont extrêmement défendus, défensifs, ils ne vont pas dire. Puis d'ailleurs, ils sont forts parce qu'on leur a appris à être forts, à ne pas montrer leurs signes de faiblesse. Donc, ils vont cacher. Comment vous, RH, vous pouvez savoir ? Donc là, encore une fois, ce n'est pas que l'aspect du RH, c'est aussi
à chacun de le faire, la responsabilité de soi, pour soi et des collègues. Par exemple, moi je vais vous prendre une anecdote personnelle. Mon conjoint, il ne dit pas trop si ça va ou si ça ne va pas. Okay, et moi je sais, j'ai un petit signal qui me dit quand ça ne va pas. Globalement, le matin, il chante dans sa douche quand ça va. Si je ne l'entends pas chanter, j'aurais beau lui dire comment ça va, il me dira ça va. Mais en fait, moi je sais qu'il n'a pas chanté et je sais que ça ne va pas trop. Okay, repérons chacun dans l'entreprise ces petits signaux. Alors moi, en tant que RH, je peux le repérer, par exemple, dans mon service, avec mes collègues RH, je peux le repérer avec le comité de direction, mais je ne peux pas le repérer pour toute l'entreprise. Okay, donc l'identification des signaux faibles, c'est effectivement repérer ces petites choses. Et j'avais envie de vous faire un focus sur, en fait, là peut-être un peu plus, puisqu'on est sur ce sujet de plan, de charge émotionnelle, de comprendre qu'il y a différents types de fatigue. On va dire qu'il y a de la fatigue normale, et puis il y a de la fatigue qui peut devenir un peu plus pathologique. Okay, alors déjà, on peut distinguer les 6, ou peut-être 7 types de fatigue. Qu'est-ce qu'on a comme type de fatigue? Bon, d'abord, on a une fatigue dans notre métier souvent mentale. On est connecté, on a beaucoup de sollicitations. Donc on a à un moment, on voit bien ce que c'est, la tête qui est prête un peu à exploser, on en a trop. On a une surcharge mentale et on va pousser des sujets de déconnexion, aller marcher, respecter des temps de déconnexion. Okay, celle-ci, elle est bien particulière et donc je sais ce que j'ai à faire quand j'ai cette fatigue-là. En fait, mon but, là, c'est de vous donner les différents types de fatigue pour qu'à chaque fatigue, vous puissiez y associer le bon geste thérapeutique. Mais pour associer le bon geste thérapeutique, il faut faire le bon diagnostic. Donc, cherchez peut-être vous à vous dire, si je suis fatiguée aujourd'hui, c'est quoi ma fatigue? Bon, je n'ai pas mis la fatigue physique. Elle peut arriver, la fatigue physique. Hein. J'ai fait un marathon, j'ai fait je ne sais pas quoi. Bon, là, je sens mes muscles. Fatigue mentale. Fatigue réactionnelle. Je suis RH, je sors d'un CSE. CSE conflictuel. Il y en a des bons, et puis parfois, il y en a des conflictuels. Délégués syndicaux, compliqués. Je m'en suis pris plein la tête. Là, ma fatigue, elle est en réaction par rapport à cet événement. Donc, plan d'action, déjà, je me pose. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a généré autant de fatigue par rapport à ce qui s'est passé en CSE? C'était quoi mes besoins? Je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'arrive à comprendre. Fatigue émotionnelle. Fatigue émotionnelle, alors on va distinguer la fatigue émotionnelle de la fatigue compassionnelle. La fatigue émotionnelle, d'un seul coup, j'ai eu une espèce de grand coup d'émotion. J'ai appris une nouvelle, alors ça peut être perso ou pro, mais j'ai une nouvelle qui m'a impactée fortement et j'ai une émotion qui remonte. Je suis par exemple triste parce que j'ai appris le décès de quelqu'un et ça vient m'impacter, ou moins fort qu'un décès, j'ai peut-être un collab dans mon équipe qui s'en va, je suis triste et j'ai ça. Donc j'identifie que c'est bien une émotion et donc je vais identifier quelle est l'émotion. C'est pour ça qu'il y a toujours un travail d'auto-analyse pour pouvoir mettre le bon besoin qui va bien. Si je suis triste, je vais chercher à être consolée. Qui va pouvoir me consoler? Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est en externe? Fatigue décisionnelle. Par moment, le RH, il doit prendre des décisions. Souvent, il n'est pas tout seul. Moi, j'invite beaucoup à challenger des décisions difficiles en comité de direction. Vous pouvez avoir des décisions de licenciement, des décisions de réorganisation, des décisions qui sont... Après, le RH va être l'instrument, c'est-à-dire s'il y a par exemple des plans de départ ou des choses comme ça, c'est celui qui va organiser ça. Mais la décision, elle est à prendre avec le CEO et par moment, il y a des décisions difficiles. Donc là aussi, se poser la question. Et si je sens que j'ai cette fatigue décisionnelle, je peux en parler dans mon comité de direction ou je peux en parler à un prestataire de santé externe. Okay. Fatigue compassionnelle, celle-là, elle est dure. La fatigue compassionnelle. La fatigue compassionnelle, au début, elle est chez les soignants qui, justement, on a beaucoup parlé de ça au moment du Covid, étaient tellement impactés par la souffrance des autres, de ces deuils, de ces décès suite au Covid, qu'à un moment, on attrape les émotions des autres. Là, c'est plus les singes, c'est vraiment les émotions qui sont contagieuses. Et donc, à un moment, ça me pèse, j'ai trop. Et je ne sais plus, j'avais une stat, je crois, qui disait que la fatigue compassionnelle, c'était vraiment un sujet, je crois que sur une population de RH à peu près de 300, il y avait au moins 28% des RH qui disaient, pour moi, ça c'est compliqué, c'est quelque chose que j'arrive pas à gérer, ce trop-plein peut-être d'empathie. Et du coup, on se dit comment arriver à se mettre à la juste distance. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille.
Okay, parce que le pire de ça, si j'arrive pas à me mettre à la bonne distance et je suis beaucoup dans l'accompagnement et je suis dans un groupe et c'est moi, DRH, qui prend tous les sujets durs, et il y en a des sujets durs dans la vie, hein, tel salarié qui a un cancer, telle personne qui perd un bébé, enfin, il y a toujours plein de sujets difficiles. Ben, à un moment, j'arrive pas. Donc, j'ai mis en place avant les bons dispositifs avec les bonnes ressources de personnes qui peuvent m'aider à ce moment-là, qu'elles soient externes ou internes. Okay, fatigue plus large, et je crois que c'est ma dernière, c'est la fatigue existentielle. On parle beaucoup de la quête de sens en entreprise. Les salariés qui sont désengagés, je crois que ça, Maud, c'est un sujet que tu connais bien et que tu aimes bien. Mais par moments, je peux avoir ce sentiment de vide qui me dit, mais c'est quoi le sens de tout ça? Donc, si je suis bien alignée avec les valeurs de l'entreprise, et justement, j'ai choisi en tant que DRH l'entreprise qui me convient bien, avec les valeurs qui vont bien, j'ai pas ça. Parce que je sais que mon travail a un sens et je me sens utile par rapport à ça. Si je commence à toquer à la porte de la fatigue existentielle, là, j'ai vraiment intérêt à me poser la question de quoi j'ai besoin, de plus de sens, comment je peux trouver ce sens-là, où est-ce que je vais aller, je peux aller à des conférences, je peux aller… Voilà, c'est important. Il y a Hervé qui nous parle des KPIs personnels. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu as des choses à recommander pour finalement tous les jours se dire, est-ce que je vais bien? Quels seraient un petit peu les KPIs qui seraient intéressants à suivre? On peut brainstormer un petit peu sur ça. C'est une super bonne idée, Hervé. Je le fais souvent en thérapie quand je prends en charge des gens, notamment après des burn-out. Le sujet de l'après, c'est hyper important d'aider les personnes à ce qu'elles créent elles-mêmes leur propre KPI sur leurs propres signaux faibles et de se mettre le cadre de reprise de travail. Donc, par exemple, je vais avoir premier KPI, imaginez un cadran de voiture, enfin, comment on appelle ça, un tableau de bord, oui. Un tableau de bord, voilà, avec un indicateur voyant énergie. Mon énergie, vert, orange, rouge. Après, par exemple, pour moi, ce qui était très important quand j'ai décidé de monter ma structure et puis après aussi d'aller avec Moka, c'était de me sentir libre de mon temps. De pouvoir, et à un moment, c'est important pour moi de garder ça. Donc, comment je suis? Est-ce que je me trouve en temps contraint, subi ou libre? Si je suis en temps contraint, je sais que je vais commencer à pas aller bien. Okay, mais ça, c'est personnel. Pour d'autres, c'est pas forcément ça. Donc oui, KPI, à chacun de les faire. Donc on peut prendre des ratios qui existent, mais à chaque fois, chacun doit les mettre personnellement. Qu'est-ce qui me fait du bien? Par exemple, pour certains, faire du bien, ça va être d'écouter une liste de playlists que j'ai préparée quand je vais bien. Quand je vais bien, j'ai ma playlist. Ouais. Du coup, elle est prête. Combien de fois j'ai fait du sport? Ouais, combien de fois j'ai fait du sport? Exactement. Okay. Et je vérifie. Ok. Alors, troisième, c'est la dissonance émotionnelle. Est-ce que tu peux nous faire aussi la définition de ce mot? Qu'est-ce qu'on entend par la mesure de la dissonance émotionnelle? On en a parlé sans dire le mot. On en a parlé sans dire le mot, en fait, de venez comme vous êtes. Si je suis RH et je dois mettre un costume spécial de RH avant de rentrer dans l'entreprise, je ne suis pas moi-même. Et du coup, par exemple, si dans mon entreprise, on me dit, comme on l'a dit à certaines hôtesses de l'air à une époque ou à certaines hôtesses de caisse, Sylvie, t'es RH, tu dois vraiment être super positive, avoir toujours la banane et un sourire, parce que c'est comme ça qu'on veut que la fonction RH soit représentée. Imaginons que ce matin, j'apprends une très triste nouvelle, mais je n'ai pas envie d'avoir la banane. Okay, mais dans mon entreprise, je dois être comme ça. Je vais être en dissonance émotionnelle. C'est-à-dire que je vais devoir porter aux yeux de tous des émotions qui ne sont pas les miennes. Okay, et ça, on sait que ça rend malade. Donc, comment éviter d'abord, encore une fois, vous êtes RH, même si c'est un métier un peu d'expérience, parce que ce qu'on se disait, c'est que c'est dur d'être RH quand on est jeune, parce qu'on ne connaît pas tout ça. Okay, donc, acceptez d'être comme vous êtes, de vous faire accompagner. Et peut-être pour vérifier, que ce soit les KPI dont vous avez parlé tout à l'heure ou sa dissonance émotionnelle, ce que j'aime bien donner comme petit conseil pratique, c'est tous les jours, alors les gens vont rigoler, ceux qui me connaissent un peu, mais se faire un RMM dans son agenda. RMM, c'est rendez-vous avec moi-même. Okay. Je suis même précise, vers 4 heures. Pourquoi vers 4 heures?
parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui vont pas bien, souvent, ils ont aussi un signe, que m'avait dit d'ailleurs une cliente DRH, ils ont l'impression d'avoir une journée ratée. C'est très vrai dans la tech, ça, notamment. Si j'ai une accumulation de journées ratées, par exemple des techniques, des ingénieurs qui n'ont pas bien développé, ils ont été bloqués sur un problème, ou je rentre chez moi, j'ai une journée ratée, deuxième journée ratée. Si toute ma semaine est une journée ratée, je vais nourrir vraiment un sentiment qui ne va pas être agréable du tout. Donc, dans mon rendez-vous avec moi-même, qui est à 4 heures, qui dure 2-3 minutes, c'est pas, mais c'est une pause vraiment avec moi-même. Je fais une pause méta sur moi et je me dis comment ça s'est passé ma journée. J'avais prévu de faire ça ce matin en arrivant. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai pris tous les singes des autres, par exemple? Est-ce que je suis OK avec ça ou pas? Et j'ai encore peut-être 2 heures ou 3 heures, tout dépend de votre timing, comment vous le gérez, pour faire en sorte d'inverser la tendance et de faire en sorte que ma journée, finalement, quand je vais partir, ne soit pas ratée. Donc le rendez-vous avec moi-même, il me permet de visiter mes KPI, de vérifier si je ne suis pas en dissonance émotionnelle, ok, si vraiment je respecte aussi mes émotions, si je suis bien, et du coup, de finir bien ma journée, de ne pas avoir l'impression d'avoir une journée ratée. Ça va? Donc ça, c'est le troisième point. Troisième point, ouais. Muscler son travail émotionnel. Quatrième étape. Alors, quand je fais mon rendez-vous avec moi-même et je me rends compte que peut-être que ça ne va pas si bien que ça, que sur une échelle, alors moi j'ai une échelle un peu plus large, c'est souvent sur une échelle de 1 à 10. J'aime bien parce que ça me permet d'avoir sur une échelle, en tant que RH, c'est souvent la question que je posais le plus souvent, sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens? 10, tu es au top de ta forme, 1, ça ne va pas. Je peux me la poser pour moi-même. Imaginons que je me mette 6 par exemple. Ok, dans mon rendez-vous avec moi-même, de temps en temps, je peux faire un rendez-vous un peu plus loin en disant, moi, les Sylvie, qu'est-ce qu'il y a dans ton 6 là? Bon, j'ai travaillé sur ce sujet, j'aime bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok, je fais mon propre bilan. Et qu'est-ce qu'il faudrait être différent pour que tu sois à 7? Tiens, question intéressante. Qu'est-ce qu'il faudrait être différent pour que je sois à 7? Et je me pose des questions. Pour être à 7, j'aurais aimé terminer ce dossier. Ok, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et bien là, j'ai 2 heures pour terminer mon dossier, puisque c'est ça qui va me permettre d'être à 7 et pas à 6, et bien je le fais, parce que c'est vraiment important. Okay, ou pour être à 7, ce que j'aimerais, c'est pouvoir discuter avec quelqu'un dans l'entreprise, parce que ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, j'ai eu que des mauvaises nouvelles de salariés qui ont des trucs difficiles qui m'ont déposé dans le bureau, et donc moi, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Et pour reprendre l'expression d'Anne Le Bruchec des RH, je vais aller travailler ma stratégie des alliés. Quand j'étais dans mon premier point qu'on a vu tout à l'heure, j'ai trouvé les personnes à qui je peux parler, soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Et j'ai des alliés. Souvent, dans mon service RH, je peux avoir des bons alliés. Et on discute ensemble de qu'est-ce qui peut m'aider. J'ai quelqu'un auprès de qui je peux vider mon sac aussi, même si je suis RH. Okay, donc, accueillir, muscler son travail émotionnel, ça veut dire, premier point, et qu'on n'apprend pas à faire dans les écoles, c'est de comprendre qu'est-ce que je ressens. Je vais vous expliquer pourquoi il y a Félix qui apparaît, parce que Félix, il nous aide beaucoup. Yes. Félix, c'est une des dernières créations de Moka. Et je peux vous dire que chez Moka, on en est vraiment fiers. Moi, j'en suis aussi très, très fière. Parce que souvent, on avait la question des RH en disant « Mais comment on peut arriver à aider dans l'entreprise, à prendre en compte ce que tu m'as dit, Maud, le sujet de la santé mentale dans l'entreprise ?» Les gens, ils n'ont pas le temps. Et puis les formations, ça dure un temps fou. Personne n'a le temps de se mettre en formation, etc. Et donc, on a inventé Félix. Félix, c'est un petit personnage qui vient vous parler sur Slack ou sur Teams et qui va avoir des micro-conversations avec vous, manager, collaborateur, RH, sur des sujets de santé mentale. Des micro-conversations, ça va durer 4 minutes. Donc, il vient toquer à votre porte, dans votre poche. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu le Jiminy Cricket de ma conscience sur mon bien-être mental. Il vient te dire « Hey Sylvie, est-ce que tu aurais 4 minutes, 2 minutes pour parler de la sécurité psychologique ou de comment mieux gérer ton stress ?» Je peux lui dire « Ok, j'ai 4 minutes » ou pas « Ok ». Dans ces cas-là, il retapera à ma porte à un autre moment, donc sur Slack. Et là, ça se déroule. Et il va me donner des conseils très pratiques sur qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire. Et donc, il m'aide à faire concrètement ce travail d'hygiène émotionnelle, ce travail de prise de recul, comme un petit compagnon de poche, comme un petit coach de poche. Ok ? Donc, on est très fiers parce qu'on voit que ça porte ses fruits, parce que ça permet de faire ce qui est la chose la plus difficile, une espèce d'auto-analyse et de tester des choses nouvelles. Là, je vous dis, tester le rendez-vous avec moi-même. Dans Félix, on en parle du rendez-vous avec moi-même. Et à un moment, une fois que j'ai eu ça pendant 4 minutes,
il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Je peux le faire tout de suite parce que ça a duré 4 minutes, je suis mobilisée dessus et du coup, je vais tout de suite dans mon agenda mettre le rendez-vous avec moi-même dès demain. En fait, on arrive à passer à l'action. C'est actionnable. Et ça, c'est vraiment un vrai plus sur les sujets de prévention et de mise en place de plans sur la santé mentale. Et moi, ce que j'aime bien dans Félix, c'est aussi qu'il nous apporte des connaissances. Et c'est vrai que le sujet de la santé mentale, on n'a pas forcément une connaissance approfondie de tout ce qu'on peut ressentir en nous si on n'a jamais fait de thérapie, si on ne s'est jamais finalement posé réellement sur le sujet. Et c'est vrai que Félix nous apporte sur parfois des réponses sur comment on peut se sentir, sur des méthodologies, des enseignements. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi de muscler en fait ses connaissances sur ce sujet-là aussi et d'être peut-être plus alerte aussi quand je vais avoir mon collègue que en effet je vais sentir qu'il a un signe faible en ce moment-là et lui tendre la main au lieu de potentiellement parler des projets, des deadlines et se prendre un temps. Donc je trouve que c'est vraiment un outil aujourd'hui en effet qui n'est pas du tout lourd à installer en fait en entreprise et qui permet en tout cas d'avoir un impact concret aujourd'hui dans la vie, dans notre vie et dans la vie des collègues. Ouais, alors, il est difficile à décrire, donc c'est pour ça qu'on vous invite à flasher et à voir la petite démo pour comprendre comment ça fonctionne et pour voir comment, à partir de cet outil, on arrive vraiment à changer des comportements. Et oui, tu as raison, Maud, c'est vrai qu'il y a des... Derrière, on a vraiment mis des connaissances importantes. Par exemple, celui sur la reconnaissance, comment développer la reconnaissance, pourquoi la reconnaissance c'est important. Derrière la reconnaissance, il y a la notion du feedback. Donc, on apprend à travers Félix qu'est-ce que c'est que les différents types de reconnaissance. Et derrière, qu'est-ce que je peux faire moi pour en donner, parce qu'on sait que c'est important de donner la reconnaissance. Donc, on va et sur la théorie et en même temps sur des conseils très pratiques, actionnables, que vous pouvez mettre en place dès que vous sortez de vos 4 minutes avec Félix. Ok, donc oui, faire son hygiène émotionnelle, c'est vraiment, juste avant pour terminer sur le dernier, souvent on pose ces questions-là, je ne sais pas, est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de dire c'est important de se brosser les dents ou pas? Ben non, ça fait partie de votre rituel, ok? Se laver, ça fait partie de nos rituels, ok? L'hygiène émotionnelle, souvent quand on pose la question aux gens, est-ce que vous pratiquez un exercice d'hygiène émotionnelle? C'est pas du tout aussi évident que se brosser les dents. Et pourtant, c'est aussi important, ok? Donc l'hygiène émotionnelle, c'est vraiment un travail qu'on vous incite à faire tous les jours, de vous poser la question sur qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi mon émotion? Alors c'est vrai qu'on est très influencé par la CNV, la communication non violente ou la communication bienveillante, qui nous parle de ça. Mais c'est tellement important. Moi, ces choses-là, je les ai faites aussi en famille. À un moment, dans sa famille, on peut faire un petit tour de table de ses humeurs, comment je me sens et de quoi tu aurais besoin pour te sentir mieux. Ouais, je me sens un peu triste aujourd'hui à l'école. En plus, avec l'actualité qu'on a aujourd'hui, c'est encore plus important de le faire. Okay, à l'école, il se passe plein de choses. Tu vas peut-être rigoler. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tous les jours, je fais des affirmations positives. Parce qu'on peut aussi avoir, tu vois, ce juge intérieur qui peut être aussi en nous. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé avoir un peu des bulles de positivité. Ça m'a énormément fait du bien. Et de faire des affirmations positives tous les matins quand je me réveille. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, en tout cas, pour remonter un peu la pente. Voilà, j'avais envie de le partager pour muscler en tout cas ce côté-là. Ouais, super. On peut aussi faire, moi j'aime bien ça. Moi je conseille souvent de faire aussi des actes de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi plutôt le soir, avant, au moment de se coucher. Parfois des gens qui vont pas très bien, ils vont ressasser tout ce qui va pas bien, etc. Et pour changer ça, de faire, c'est un acte de reconnaissance. Donc on fait ces exercices de gratitude, on remercie l'univers, si on est croyant, Dieu, enfin qui vous voulez, moi ça m'est égal, mais pour 3 belles choses qui vous sont arrivées. Et déjà quand on fait ça, cet acte de gratitude vous permet d'aller repérer les bonnes choses dans votre journée et donc de vous apprendre à voir les signaux faibles de quand ça va bien. Parce que parfois, ça passe, alors qu'il s'est passé, vous avez eu des belles choses dans la journée et vous ne les voyez pas parce que vous êtes pris par votre cercle des préoccupations. Okay, donc ça peut être aussi très important de faire ça. Écoute, Sylvie, on arrive à la fin. Et donc, la dernière étape,
qui est donc renforcer sa stratégie des alliés. Donc, on a un petit peu parlé déjà au fur et à mesure du live. Quels sont un petit peu les conseils que tu pourrais apporter sur peut-être comment reconnaître ses alliés? Alors, vous n'êtes pas tout seul. C'est souvent ça le DRH qu'on voit, nous, qui se sent tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, et donc c'est à vous d'aller chercher vos alliés. Comment reconnaître un allié? Déjà, c'est très vous qui allez ressentir que quand vous avez discuté avec cette personne après ce moment, ça vous a fait du bien. Okay, ça vous a fait du bien. Et donc, un allié, ce n'est pas implicite. Un allié, vous pouvez le déclarer, c'est-à-dire de dire, tiens, moi je me rends compte que quand il y a un truc difficile dans l'entreprise, ça me fait du bien de parler avec toi. Là, je suis en interne, dans les alliés internes. Est-ce que tu es OK pour de temps en temps qu'on puisse se faire des séances de débriefing? OK, pas OK. Demandez, c'est bien que ça soit vraiment explicite, ce truc-là. Oui, moi aussi. Puis d'ailleurs, moi, j'aime bien réfléchir avec toi sur ces sujets-là. J'ai l'impression qu'on arrive d'une situation difficile à trouver des solutions, et donc on aide, on se sent utile à ce moment-là. Super. Ou la personne vous dit, écoute, moi, au contraire, moi, tes sujets, ils sont lourds et tout, ça me pollue la tête, j'ai pas envie. OK, c'est pas la bonne personne. Donc, allez les chercher, vos alliés. Vous voyez, ça peut être parfois dans son comité de direction si vous êtes RH, ça peut être aussi des pairs, des managers, ça peut être dans votre équipe. Bon, parfois, le seul truc qui est un peu difficile dans la fonction RH, c'est le sujet de la confidentialité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Okay, donc, si vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dire. Ça, c'est la confidentialité, vous devez le respecter. Mais il y a plein d'autres moments où vous pouvez ne pas dire forcément ce qui n'a pas à être dit, mais vous avez le droit de parler de vos émotions. Vous avez le droit de faire votre hygiène émotionnelle avec un membre du CODIR. Okay, le RH n'est pas le seul dans le CODIR qui porte la charge émotionnelle. Il y avait même eu un cas de jurisprudence là-dessus il y a quelques années qui montrait que le RH, il portait cette charge émotionnelle, mais elle était partagée par l'ensemble du comité de direction. Ce n'était pas à lui de porter ça tout seul. Okay, donc, stratégie des alliés, je repère. Et puis, je cherche aussi en externe, que ça soit, alors on pourrait dire des alliés et des ressources, des personnes qui me font du bien. On sait que remporter à la maison tous ces sujets de travail, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Ou alors, il faut le faire dans un espace maîtrisé. Parce que la personne qui rentre le soir et qui dit à son chéri, à sa chérie, à qui, ou à ses enfants, ou à tout le monde, toujours les problèmes, c'est pas très bon. Donc, on peut se faire un sas de rentrée en disant, voilà, j'ai besoin, pendant 2 minutes, de te dire comment c'est ma journée. Ce qui s'est passé, on met le chrono, 2 minutes, et je m'arrête, et après, j'en parle plus. Okay. Ou je peux avoir dans des amis des échanges comme ça, de coach, en fait, de personnes qui vont m'aider à entendre ça et à déposer ça. OK? Écoute, merci en tout cas pour tous ces apprentissages aujourd'hui, Sylvie. N'hésitez pas à aussi te suivre parce que tu partages aussi beaucoup de choses, notamment en partenariat avec Mocacare sur le sujet de santé mentale. En tout cas, on arrive à la fin. Je ne sais pas si tu voulais partager un dernier mot sur ce sujet-là. Je pense que le plus important pour moi, c'est de commencer quelque part. On n'est pas parfait sur ces sujets-là et de mettre brique par brique et de démarrer notamment par mettre en place, par exemple, Félix dans son entreprise. C'est déjà un premier pas pour travailler sur ces sujets de santé mentale. Parce qu'il y a des sujets aussi très profonds. Ça peut attaquer sur une culture d'entreprise, sur un style de management. Et donc, ça permet en tout cas de pouvoir progressivement aller travailler sur ce sujet de santé mentale. Oui, peut-être pour conclure, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé de Moka, mais c'est bien de vous dire qu'avec Moka, en fait, on intervient sur l'ensemble des sujets de santé mentale. D'un côté, on a tout l'aspect prévention, et on a pas mal parlé aujourd'hui de l'aspect de prévention. Donc, on va anticiper les risques. On va faire en sorte que dans votre entreprise, il y ait le moins de risques possible. Donc, pour ça, on peut faire des diagnostics, on a des cockpits spécifiques pour les RH, on a des enquêtes qu'on peut mener, on a des études. Donc, en fait, on va être vraiment dans l'anticipation. Et on va aussi aider le RH à être bien dans sa posture. Ça, on le fait par le produit qu'on a sur la santé mentale, mais on le fait aussi grâce… je ne vous ai pas dit que chez Moka, en fait, on avait 150 psy, coachs qui interviennent pour les personnes qui sont membres de Moka pour les aider à avoir des consultations avec un psychologue. Donc, on met en relation
à partir du moment où une entreprise signe avec Moka, on a un partenariat et on aide les personnes à avoir le bon, parce que c'est très dur d'avoir le bon professionnel pour les aider à prendre soin de leur santé mentale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est fait. Et oui, je vais parler de la supervision parce que ça, c'est très important. Mais donc, prévention primaire, l'identification des risques. Prévention secondaire, en fait, on aide, grâce à Félix, grâce à des outils, des ateliers, des workshops, des formations, à développer les compétences des salariés pour être plus résilients, donc que ce soit les salariés, les managers, les RH. Et puis, ça nous arrive aussi, bien évidemment, d'accompagner nos clients quand il y a des crises de santé mentale, donc des maladies, des décès, des changements d'organisation complexes. Donc, on les aide pour que ça soit fait le mieux possible. Et le RH, au milieu de tout ça, lui, il est sur l'ensemble de ces sujets. Donc, c'est pour ça que chez Moka, on a trouvé qu'il y avait une chose qu'on sait faire, on fait de la supervision. Quand on est psychologue, on est supervisé, ça fait partie de notre métier, de pouvoir déposer les choses. Et du coup, on a lancé avec Moka la supervision entre pairs RH. On s'est dit, c'est bien que les RH puissent se retrouver, avec bien évidemment une charte de confidentialité quand on est RH de différentes entreprises, pour parler de leur cas et faire en sorte qu'ils puissent avoir une meilleure réponse et s'enrichir du collectif des autres RH. Donc là, vous avez les dates, on lance ça, il y a des premiers groupes qui sont les mardis. Moi, je les animerai avec aussi une autre psychologue qui a la double compétence, Céline, psychologue et RH. Donc, n'hésitez pas. Là, il n'y a pas peut-être de lien d'inscription, mais vous pouvez le faire sur LinkedIn, sur mon profil, si vous le souhaitez. Et on vous répondra pour aller dans ces séances de supervision et vous aider à prendre soin de vous et donc prendre du recul aussi par rapport à votre activité. C'est ça qu'on veut faire en supervision RH. Écoute, en tout cas, c'est une superbe, comment tu dis, super chose, en tout cas, innovation, voilà, à mettre en place. Et bien, écoute, je te dis en tout cas à très vite. Bon courage, en tout cas, sur tout ce que vous mettez en place à Moka Care. Ça fait du bien, en tout cas, d'avoir du relais, des professionnels, en tout cas, pour aller toucher ces sujets-là et cette supervision. C'est vrai que c'est la première fois que j'en entends parler et je pense que c'est quelque chose de très important à mettre pour, en effet, se sentir, en tout cas, bien en tant que RH. Écoute, Sylvie, je te dis un grand merci. Merci à Moka Care. Et n'hésitez pas donc à suivre Sylvie et Moka Care sur LinkedIn. Et moi, je vous dis à très vite. Merci à vous tous. Merci de nous avoir conviés. Merci.